Ethic et Smart vous est présenté en partenariat avec Soprasteria Next pour un monde numérique audacieux et responsable. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Ethic et Smart, l'émission de l'éthique numérique, de la responsabilité des entreprises et de la transformation digitale. On parle de la 5G aujourd'hui, elle est annoncée comme le catalyseur de la prochaine révolution industrielle. Mais quelles sont les clés d'un déploiement réussi et éthique? C'est le thème de notre émission. La question du jour, on pose les enjeux de cette émission, de ce numéro d'Ethic et Smart avec Bruno Rancurel. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes directeur conseil énergie et utilities chez Soprasteria Next, qui est la marque de conseil en transformation digitale du groupe Soprasteria. Alors moi j'aime bien poser le décor, quelques notions de base pour commencer. La 5G, je disais catalyseur, accélérateur de la prochaine révolution industrielle. Vous pouvez nous rappeler pourquoi en quelques mots ? Alors la 5G, c'est un nouveau standard de communication avec, premièrement, une augmentation des débits de transfert de données pour aller à des vitesses qui vont correspondre à celles de la fibre aujourd'hui. Ouais. Deuxièmement, une réduction du temps d'activation suite à une demande des utilisateurs, c'est ce qu'on appelle le temps de latence. Ouais. Et troisièmement, c'est une multiplication des objets qui vont pouvoir être connectés directement sur le réseau 5G. Donc non seulement les téléphones, mais également de nombreux objets de l'Internet des objets. En définitive, cette multiplication des pouvoirs de la 5G va créer une vraie rupture au niveau industriel, autant au niveau grand public, moi, que la 5G dans la continuité de la 4G, autant au niveau industriel, c'est une vraie rupture technique par rapport à la 4G. Ça veut dire quoi? Beaucoup de gains de productivité, par exemple? Donc voilà, des gains de productivité, on va avoir des gains sur de l'efficacité énergétique, des gains sur la réduction des rebuts, une amélioration des rendements, des gains sur les temps de déplacement, les temps de transport. Mais c'est aussi une multiplication des données. Je dis ça, mais à quel point ça va multiplier la data? Alors, vous allez pouvoir échanger de la donnée en grande quantité instantanément. On a par exemple un cas d'usage autour des lunettes connectées où un expert à distance va pouvoir suivre ce que fait un intervenant sur place en temps réel avec une grande qualité de définition. Et bien sûr, ça pose de nombreux sujets autour de qu'est-ce qu'on fait de ces données, est-ce qu'on les enregistre, qui a accès à ces données. Effectivement, et pour les industriels, l'un des enjeux, c'est de bien encadrer la multiplication de ces données. Avec quels outils, quelques outils pour commencer? Ouais, tout à fait. Alors, avec ce que je vous indiquais là, c'est que cette grande quantité d'informations nécessite d'être cadrée. Il va falloir poser un cadre éthique par rapport à l'usage de ces données-là. Et on sait que ce cadre éthique a une importance sur les choix de solutions, sur les architectures techniques qui seront déterminées ensuite. Donc c'est important pour les industriels qui vont déployer des projets 5G de s'approprier, de fixer ce cadre de manière à faire les bons choix dès les premières phases des projets. Ouais. Vous insistez sur le principe d'une éthique numérique by design, dès la conception. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Alors ça veut dire avoir pris en compte ce cadre éthique dès le départ, prévoir dans les outils de savoir à quel endroit la donnée est stockée, à quel endroit, qui va pouvoir accéder à cette donnée-là, sous quelles contraintes. Et donc, vous avez un impact fort sur les solutions techniques et l'architecture qui est choisie pour déployer ces solutions. Ouais, et ça, on y reviendra un peu plus tard dans le débat. Mais évidemment, si on l'intègre à la conception, évidemment, ce sera plus efficace. Ça ne demande pas plus de temps, plus d'argent au départ. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Bruno Rancurel, vous avez publié une note stratégique pour l'exploratoire Soprasteria Next. C'est le Doutang qui propose des pistes de réflexion, des pistes d'action aux entreprises dans la transformation digitale. Et j'ai trouvé intéressant que vous insistez sur l'urgence pour les industriels français de tester les effets de la 5G. Pourquoi? Est-ce qu'on prend du retard, déjà, pour démarrer? Alors, nos voisins européens sont un peu plus en avance. Vous avez l'Angleterre ou l'Allemagne qui ont un parti pris fort sur la 5G industrielle. En France, on a plutôt privilégié le développement de la 5G pour le grand public. Et on voit aujourd'hui que les industriels peuvent commencer à tester. Et il faut que les industriels démarrent ces essais, que ce soit sur des réseaux grand public ou sur leur propre réseau privé, même si les réseaux privés ne sont pas complètement déployés.
Et c'est important pour les industriels de tester, pour évaluer quels sont les bénéfices, quels vont être justement les gains de productivité, et que toute l'entreprise fasse ce gain en maturité, cette maturation des cas d'usage 5G, de ce qu'ils permettent, et des difficultés pour la mise à l'échelle, les déploiements à l'échelle. Oui, on va évidemment développer ces cas d'usage dans notre débat à venir. On va également parler de la question du suivi ou du tracking des salariés. Mais il y a un thème qu'on n'abordera pas dans nos débats, et je voudrais quand même que vous en disiez un mot, parce que dans votre note, vous analysez l'impact environnemental de la 5G. Une antenne 5G, elle consomme environ 3 fois plus d'énergie qu'une antenne 4G. Mais vous dites que ce n'est pas le seul critère à prendre en compte. Voilà, le bénéfice environnemental est à prendre globalement, à analyser globalement. Vous allez avoir des gains directs et aussi de nombreux gains indirects, tels que dans le cas d'une antenne. Donc une antenne 5G va consommer 3 fois plus, mais en même temps, elle va avoir un débit 10 fois supérieur. Ça veut dire que pour une quantité d'informations données, vous allez consommer moins d'énergie. Donc c'est vraiment cette approche globale qu'il faut privilégier pour l'analyse environnementale et plus globalement les gains grâce à des cas d'usage 5G. Restez avec moi, on passe au débat des tickets smart tout de suite. Le débat des tickets smart, Jacques-Gabriel Chenevoix, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur général de Terre Alpha, filiale de SNCF Réseau, et directeur du réseau de collecte à la SNCF. Et puis avec nous en visioconférence, Thomas Vandendries, qui est directeur commercial chez AMA. Bonjour, bienvenue Bonjour. à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation à tous les deux. Évidemment, Bruno Rancurel est resté à mes côtés. Moi, j'aime bien poser le décor. Je l'ai fait avec vous sur les chiffres clés, en quelque sorte, les données clés. Mais c'est quoi le réseau de collecte? J'avoue que quand j'ai découvert votre titre, je me suis dit, mais c'est quoi le réseau de collecte à la SNCF? C'est en fait tout le réseau numérique hors sécurité ferroviaire qui permet à nos agents et à nos équipements de pouvoir communiquer sur Internet. Okay. Donc c'est tout le réseau numérique. Tout le réseau numérique de la SNCF. Et Terre Alpha, qu'est-ce que c'est Terre Alpha? Terre Alpha, c'est une filiale chargée de valoriser l'actif de transport de données de la SNCF. Oui. On connaissait SNCF, transport de passagers, Oui. transport de fret. Mm-hmm. Le long de nos voies ferrées courent des fibres optiques et on les utilise pour transporter de la donnée avec des caractéristiques assez uniques. C'est la latence. Vous parliez de latence, on va y revenir tout à l'heure. Les voies ferrées vont droit. La lumière est la limite de la vitesse de transmission de données. Donc plus vous allez droit, plus vous allez vite. On a les meilleurs temps de latence du marché. Okay. On est sur un maillage territorial très, très poussé. Les réseaux ferroviaires de la SNCF traversent 11 000 communes. On a 35 000 km de continuité territoriale. Donc on va pouvoir œuvrer pour l'aménagement numérique du territoire. Et puis une troisième caractéristique qui, en ces temps, est assez intéressante, c'est que nous fournissons un service de confiance basé sur une infrastructure souveraine. Fibre optique le long des voies. Et propriété de l'État. Effectivement, et c'est l'une des problématiques qu'on va aborder ensemble. Thomas Vandendries, AMA existe depuis 2015. Je crois que tout a commencé avec des lunettes connectées, c'est ça? Oui, c'est ça, avec la première chirurgie entre la France et le Japon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise nos solutions dans plusieurs domaines, notamment l'industrie, mais aussi le médical. Et aujourd'hui, on est utilisé dans plus de 150 pays, avec 10 filiales de commercialisation. Et on apporte donc ces solutions de réalité assistée et de digitalisation pour les entreprises. Dans quel secteur? Donc ça a commencé par la santé. Aujourd'hui, qui sont vos clients en quelque sorte pour savoir dans quel secteur vous travaillez? Alors, on est parti au départ. Donc, en fait, l'idée, c'est de toucher tout ce qui est travailleurs hors bureau. Donc, on est ce qu'on appelle les deskless workers. Et donc, on a commencé avec le médical en 2015. Et très rapidement, en 2016, on est parti vers l'industrie. Et donc, on est aujourd'hui à la fois dans la partie tout ce qui est urgence pour la partie médicale et tout ce qui est post-opératoire, mais on est également présent, et c'est la présence aujourd'hui de la 5G dans les blocs opératoires, donc pour pouvoir avoir le plus proche de la réalité quand on fait du live surgery. Et après, on est également présent dans des sociétés comme KPMG pour l'audit, des sociétés comme Air Liquide, comme la SNCF pour tout ce qui est maintenance des produits, et également dans la défense. Alors, on a évoqué tout à l'heure avec Bruno Rancurel l'éthique by design. Ça veut dire quoi? Donc, dès la conception, ça veut dire quoi chez AMA? Alors nous, dès le départ, comme on a commencé par la phase nord, qui est la sécurité de l'information, notamment dans la santé, on a directement on a fait un parti pris de ne pas conserver la data. C'est-à-dire qu'on la produit, on la transporte, mais on ne la conserve pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a produite, on la met à disposition de nos utilisateurs et donc de nos clients.
D'accord, donc ça c'est le point de départ. On a préparé cette émission ensemble. Je reste avec vous, Thomas Van den Dries. Vous nous avez dit, ça m'a quand même surpris, que vous avez des hackers parmi vos salariés. Donc c'est quoi? Ils testent en permanence la sécurité de vos systèmes, c'est ça? C'est ça. En fait, le but, c'est de pouvoir aujourd'hui tester en environnement de dev ces problématiques de data et d'accès surtout aux solutions. Et c'est vrai que c'est des parties du développement qui ne se voient pas forcément. C'est vrai que dans nos métiers digitaux, on a souvent l'habitude de montrer des parties qui sont toujours un peu wow effect, avec le fait de pouvoir dessiner dans le flux, de mettre des fonctionnalités intéressantes qui sont au-delà juste d'une simple visio, comme on peut le faire aujourd'hui là entre nous, et notamment pour les travailleurs hors bureau. Mais après, comme on est hors du bureau, forcément, on a une problématique, c'est qu'on est moins protégé que dans une usine ou dans un environnement fermé et clos. Et donc nous, on est à la vulnérabilité des réseaux publics ou de l'ensemble, en tout cas des possibilités de pouvoir intégrer et de récupérer de la data. Et donc pour pouvoir avoir des solutions de qualité, il faut que nous-mêmes, on ait au sein de nos équipes des personnes qui sont habituées à faire ce type de travail et donc qui vont venir protéger les données de nos utilisateurs. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la confiance des personnes comme les SAMU, par exemple, où en 2 clics, on peut prendre la main sur le smartphone d'un patient pour simplement apporter la vidéo en plus de la voix et ainsi mieux qualifier la pathologie ou la problématique rencontrée par le patient. Ouais. Et on voit bien ce que la 5G va pouvoir apporter à vos métiers. Gabriel Chenevoix, dans les technicentres de la SNCF, qu'est-ce que ça va changer si on est dans un cas d'usage? Alors, le cas d'usage, il faut le remettre en contexte de nos emprises. Un technicentre, comme vous dites, c'est une usine où on va maintenir nos trains, nos TGV. Alors, on a des installations assez complexes avec des configurations d'installation d'outillage, des équipements et des grues à 14 mètres de haut. La couverture Wi-Fi est très complexe à avoir. Donc, j'allais dire, on va revenir un peu au basique. Le premier cas d'usage, c'est fournir la connectivité pour tous. Oui. Ça peut paraître bête, mais c'est déjà un premier pas. C'est ce que la 5G va apporter. Exactement. Ouais. Et donc de la fluidité dans la connexion pour les agents, quoi. C'est ça. Exactement. Sachant que de plus en plus, nos gestes métiers sont digitalisés. Les tablettes, les smartphones ont fait leur apparition. On a des pilotes avec de la réalité augmentée, la réalité virtuelle pour guider les compagnons dans leurs gestes métiers, encore une fois. Ouais. Et tout cela ne marche que si on a un confort d'usage et, on va dire, une facilité d'emploi qui est là, qui est présente. Et donc, on est en train de tester donc, ces différents cas d'usage avec une vue assez intégrée, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer que le fait de démarrer ces pilotes a une chance réelle d'aboutir d'un point de vue industriel. Et donc, un des enjeux pour nous de ce pilote 5G, on parlait de Rennes, il y en a aussi sur Paris, c'est dès le départ de pouvoir voir comment on va aboutir à une offre interne qui soit économiquement viable. Donc, vous êtes, ce dont on parlait tout à l'heure, vous êtes en train de tester en quelque sorte ce que la 5G va apporter et comment l'intégrer à vos métiers. Justement, Bruno Rancurel, ça va avoir des effets sur l'organisation du travail là, dans l'industrie. Il faut l'anticiper, ça. Exactement. Si on prend l'exemple des lunettes connectées, donc pour, par exemple, un intervenant de maintenance qui serait dans un technicentre, jusqu'à présent, son intervention est faite de façon séquencée avec un expert. C'est-à-dire que l'intervenant vient sur place, fait son premier diagnostic et ensuite, il va retourner au bureau ou solliciter un expert supplémentaire pour venir faire un diagnostic complémentaire. Avec la 5G, ce travail va se faire en même temps, de manière collaborative. Donc il faut prévoir l'organisation qui permet à l'intervenant d'échanger en direct avec l'expert à distance qui va être sollicité par plusieurs intervenants en même temps. Donc ça demande un travail de concertation sur l'organisation. Et en même temps, vous voyez bien que la quantité d'informations qui va être captée lors de cet échange vidéo et sonore est important. Et il faut fixer un cadre à la manière dont ces données vont être soit enregistrées, soit pas enregistrées, comme indiquait Thomas Van den Dries. Et si elle est enregistrée, qui va avoir accès à cette donnée-là? Qui peut la consulter derrière? Mais ça veut dire que dans cette période où on est encore en test, il y a plusieurs services, notamment je pense au juridique, là, qu'il faut mettre autour de la table pour réfléchir à cette organisation du travail, c'est ça? Exactement. Pour l'organisation du travail et le cadre éthique, il faut mettre autour de la table les opérationnels, mais également les services RH, les juridiques, les syndicats, pour que
chacun prenne conscience des impacts en termes de données et aboutisse à une solution commune et des règles communes. Alors, on peut difficilement parler 5G sans évoquer la question de la santé, Bruno Ranquerel, parce que c'est ce qui a peut-être été le principal frein dans le développement en France. Quels sont les résultats dans votre note pour l'exploratoire? Vous intervenez là-dessus. C'est quoi les résultats? Alors, dans les fréquences qui sont habituellement utilisées par la 4G, la 5G ne pose pas plus de problèmes que la 4G. Maintenant, vous avez quelques fréquences spécifiques à la 5G industrielle sur lesquelles des travaux sont encore en cours. Ce sont des fréquences qui ne sont pas utilisées par le grand public. Et là, je vais laisser Gabriel Chenevoix peut-être en dire un mot sur les expérimentations en cours par la SNCF. Ça veut dire que j'imagine il y a une sensibilité particulière autour de cette thématique, notamment dans le dialogue avec les syndicats, ce qui est normal, quoi. Comment vous avez abordé cette question? Alors il y a deux sujets. Déjà, de longue date, on utilise la donnée et on a à chaque fois des DPO, des Data Protection Officers qui sont là et qui s'assurent que l'intégralité des réglementations, notamment ex-CNIL, sont appliquées. Le RGPD est très présent dans nos opérations. Et ensuite, sur un sujet d'exposition, on a, dans notre pilote 5G à Rennes notamment, un sous-projet dédié avec l'Institut Mines Télécom pour étudier tout ce qui est acceptabilité de ces services 5G, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue données, pour s'assurer qu'on prend dès le départ, comme vous le disiez, by design, les bonnes orientations pour les déploiements futurs qui auront lieu. Et justement, si on se projette un peu, les déploiements futurs, on est à quelle échéance à la SNCF? Alors, on a plusieurs prérequis pour avoir une 5G industrielle, c'est-à-dire économiquement viable et qui puisse rendre service attendu. Déjà, il faut du très haut débit. Si on veut mettre 30 mégabits par seconde dans une usine où il y a 200 à 400 personnes, je vous laisse faire la multiplication, ça va très vite. Et si vous n'avez pas les 10 gigabits seconde aux portes de l'usine, ça va être compliqué. Deuxième point, c'est les fréquences. La disponibilité des fréquences. La disponibilité des fréquences, c'est un grand enjeu. On a des tests sur le 26 MHz, sur la bande de 6. En fonction des cas d'usage, on a des avantages et des inconvénients dans les deux, mais il faut qu'à un moment, vous parlez de l'Allemagne, le Japon est aussi un modèle très intéressant, qui a, lui, accordé la gratuité sur les fréquences et donc a vu naître des écosystèmes autour de la 5G très puissants se développer. Donc c'est pas le cas en France? Pas encore. On espère que les évolutions nous seront favorables. Parce que, comme vous le disiez, je pense que c'est un vrai levier de performance pour nos industries. On va continuer d'aborder cette thématique du déploiement de la 5G. Il y a encore beaucoup de thématiques pour aller plus loin. Cybersécurité, standardisation, traçage des salariés aussi. On va plus loin tout de suite dans Ethic & Smart. Allons plus loin, on se projette dans l'avenir de nos industries avec la 5G et mes invités, toujours Gabriel Chenevoix qui est directeur général de TerraAlpha et directeur du réseau de collecte à la SNCF, Bruno Ranquerel, directeur conseil énergie et utilities chez Sopra Steria Next, et puis avec nous en duplex, en visioconférence, Thomas Vandendries qui est directeur commercial chez Amash. Je commence avec vous, tiens, un petit cas d'usage sur, vous parliez de santé, d'urgence, à quel point la 5G, ça peut être un outil vraiment intéressant en cas d'urgence médicale ou autre d'ailleurs? Alors aujourd'hui, nous, on travaille par exemple sur le projet 5G européen avec le CHU de Rennes en tête de pont, avec les opérateurs comme Orange, Nokia et l'ensemble de l'écosystème, on va dire, 5G sur ce projet, avec Bicom également. Et donc l'idée, c'est de voir comment on peut apporter notamment tout ce qui est imagerie au cœur de la mobilité, donc notamment sur la partie ambulance, mais également au cœur proche du patient, au plus proche du patient toujours. Et le deuxième sujet aussi, c'est comment on peut dédier des bandes passantes en cas de forte activité. Si je prends par exemple un stade de foot aujourd'hui, quand il est plein de spectateurs, vous avez du mal à envoyer un SMS, même si vous avez une très bonne 4G sur votre téléphone. Là, l'avantage, c'est qu'on pourrait dédier des bandes spécifiques pour gérer l'urgence médicale, par exemple, proche des grandes activités. Oui, donc c'est vraiment un cas d'usage ultra précis dont on voit l'utilité pour la société. Sur les enjeux de cybersécurité, Bruno Ranquerel, vous l'avez dit tout à l'heure, le nombre d'objets connectés, il va exploser avec la 5G. Avec quel risque ? Donc, comme vous augmentez le nombre d'objets connectés, mécaniquement, vous augmentez la surface d'exposition au risque d'attaque cybercriminelle. Et la deuxième composante, c'est que les cas d'usage de la 5G vont être vont concerner de nombreux équipements différents. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les lunettes connectées, vous pouvez avoir un smartphone, vous pouvez avoir un serveur cloud en proximité, un serveur cloud à distance, chacun faisant tourner une intelligence artificielle. Et donc cette complexité des cas d'usage va augmenter
ce qu'on appelle la profondeur d'exposition au risque cyber. Vous voyez que globalement, l'exposition cyber va augmenter. Et donc, chaque industriel qui va vouloir préparer son projet cyber doit s'approprier ces enjeux, ces nouveaux risques. Et aussi comprendre qu'est-ce que la 5G permet pour répondre à ces risques. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de la souveraineté. C'est aussi une question que Thomas Wandendries peut aborder parce que, en fait, avec vos solutions, vous pouvez presque créer une bulle à la dimension d'une usine, c'est ça ? C'est ça, en fait, l'idée, c'est de pouvoir faire, et ça, c'est vrai que ça ne se voit vraiment pas pour le client au départ, versus d'autres solutions qui pourraient être sur le marché, mais on a vraiment la maîtrise de nos infrastructures et donc on peut faire ce qu'on appelle du on-prem, c'est-à-dire de prendre le cœur de notre solution et de la mettre au plus proche des data centers, soit du client s'il héberge ses solutions chez lui directement avec ses applicatifs, soit sur un data center, par exemple, hébergeur de données de santé, sécurisé, en France, de façon à garantir aussi que l'ensemble des informations et des flux qui transitent via notre solution sont bien sur des serveurs également sécurisés. Oui, alors que ça veut dire qu'ils ne vont pas partir à l'autre bout du monde, aux États-Unis ou en Chine ou je ne sais où. Ils vont rester dans le cadre de l'usine, c'est ça? Ou dans le cadre, je sais pas, on peut dire d'une mairie, par exemple, c'est possible, d'une ville? Ou d'un technicentre. On peut très bien créer une bulle au sein du technicentre de façon à garantir tout ça. Et nous, par exemple, quand on était au développement au niveau de la Chine, on a dû mettre une infrastructure en Chine sous la réglementation chinoise, c'est-à-dire de pouvoir faire transiter des flux via notre solution, chiffrés, sécurisés et donc cryptés. Et donc pour à la fois être dans la partie chinoise, mais en même temps pouvoir garantir à nos utilisateurs qu'ils ne sont pas écoutés, par exemple, en Chine. Ouais. Vous ne seriez pas en train de faire un appel du pied à la SNCF en parlant de technicentres, là, pour équiper les technicentres? C'est pour essayer de faire le lien au mieux. Je crois que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Bon, d'accord, ok, j'ai bien compris. Tiens, justement, Gabriel Chenevoy, il y a évidemment beaucoup d'agents, vous l'avez dit tout à l'heure, d'agents SNCF qui sont déjà équipés de tablettes, de smartphones, etc. Qu'est-ce que ça va changer, la 5G, pour eux? Est-ce que, fondamentalement, ça va changer quelque chose? Au-delà de la fluidité dont on parlait, de l'efficacité. Qui est quand même un facteur d'acceptabilité de ces gestes métiers importants. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus agaçant que d'aller au fond d'une usine, commencer une saisie et puis d'être interrompu, d'être obligé de revenir à un endroit où ça capte ou voire de passer sur du papier. Donc ça, on veut que ce soit du passé pour nous. Et puis la multiplication des cas d'usage aussi dont on parlait, ça peut être aussi la mise en place de dispositifs d'audio-vidéo protection de manière temporaire, donc avec une facilité de raccordement plus accrue. Ça peut être aussi un appui pour les équipes lorsqu'on fait des mouvements techniques de train. Donc, in fine, on voit que ça va permettre d'appuyer nos agents dans leurs gestes métiers au quotidien pour les rendre à la fois plus sûrs, plus fluides et avec la bonne info dont ils ont besoin au bon moment. Avec ces beaux objets connectés qui se multiplient, Bruno Rancurel, il y a la question du traçage des salariés. Et vous l'évoquez dans la note de l'exploratoire Sopra Steria Next. Pourquoi ? Ce traçage, on ne l'intuite pas forcément quand on fait une expérimentation 5G. Quand on conçoit un test 5G, ça va être quand on expérimente qu'on va s'apercevoir de toute la puissance de cette connectivité 5G. Donc c'est important dans les projets de capter ces sujets-là et de se référer à un cadre d'éthique numérique qui va pouvoir fixer les limites. Quelles données on peut saisir? Quelles données on capte en temps réel? Est-ce qu'on va flouter une partie de l'image? Est-ce qu'on va enregistrer l'image floutée? Est-ce qu'on va enregistrer l'image globalement? Et comment, a posteriori, on aura accès à cet enregistrement ou est-ce qu'on décide de ne pas y avoir accès? Et là, ce sont des décisions d'entreprise à prendre collectivement. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une nomadisation du salarié qui peut être efficace, travailler grâce à la 5G dans différents endroits, peut-être aussi chez lui. On le voit déjà avec le télétravail, mais ça va multiplier, démultiplier ces cas d'usage, c'est ça? Exactement. Le salarié va pouvoir, en captant de la donnée, avoir une assistante en direct sur de l'aide à la décision, sur de l'aide au diagnostic, et faire appel non seulement à son savoir, mais aussi à un savoir d'un expert ou un savoir d'une intelligence artificielle hébergée dans un serveur. Et ce type de cas d'usage va vraiment démultiplier les capacités de l'intervenant à résoudre son problème, à résoudre son intervention de maintenance, à faire son contrôle qualité, si c'est un intervenant qui fait du contrôle qualité, en direct, sans avoir à retarder la conclusion définitive de son intervention. Thomas Wandendries, on est en visioconférence en ce moment. Tous les systèmes de visio ne se valent pas en matière de sécurité, il faut le rappeler?
Oui, bah, de toute façon, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont gratuits, donc par principe, rien n'est gratuit dans la vie. C'est souvent ces systèmes-là qui monnaient derrière de la data. Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'en général, il y a certains systèmes de visio qui cohabitent avec nos systèmes. Nous, on est vraiment pris sur la partie mobilité et sécurité. On est souvent plus proche de la production parce que justement, on monte pas de blanche sur l'ensemble de ces points, que ce soit la partie des réseaux, la partie des flux, le fait qu'on héberge et qu'on sauvegarde et qu'on ne garde pas de données de la part du client, et par contre qu'on crée cette data de qualité et de plus en plus de qualité grâce à la 5G, aussi avec l'amélioration des réseaux, mais aussi des terminaux. Et tout cet écosystème-là doit vivre ensemble, et nous, on leur apporte cette sécurité de façon à leur garantir le fait d'utiliser ces solutions dans des environnements de travail en toute sécurité. Ouais. C'est aussi pour ça que Hama travaille avec des secteurs sensibles, notamment militaires. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on a aussi commencé à travailler aussi avec des personnes comme Sopra Steria ou des KPMG sur de l'audit. Quand on rentre dans du régalien pour de l'audit ou quand on rentre pour faire du soutien opérationnel aux véhicules militaires en OPEX et que là, vous êtes sur des réseaux qui vont du satellite au réseau public, il faut qu'en tout cas, votre solution et ce qui va produire de la data soit le plus sécurisé possible. C'est-à-dire qu'après, il y a le confort d'utilisateur, le confort d'utiliser ce type de solution au quotidien par parfois des personnes qui sont non technophiles, mais derrière, il y a surtout de lui garantir que tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va échanger, va être en tout cas dans les compliance, dans la réglementation de ce que son entreprise lui garantit, et donc c'est ce type de solution qui va le permettre. Ouais, Bruno Rancurel, il y a un élément auquel il faut penser dans cette phase de préparation, de test, c'est d'assurer une redondance des transmissions. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, et puis pourquoi c'est important? C'est-à-dire qu'on va, pour tirer pleinement parti des avantages de la 5G pour l'industrie, il va falloir amener la 5G sur des usages critiques. Pouvoir la remplacer, remplacer les connexions filaires ou remplacer des connexions radio par les technologies 5G. Et donc ça veut dire avoir le même niveau de fiabilité sur la transmission 5G que celle qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Et pour y arriver, une des solutions, c'est de faire de la redondance, c'est-à-dire dupliquer les technologies de transmission, donc soit de la 5G dupliquée par du filaire, ou alors de la 5G avec du 4G, ou pourquoi pas, et ça serait peut-être même plus facile à mettre en place, c'est d'avoir deux réseaux 5G, l'un en redondance de l'autre. Oui, parce que s'il y en a un qui tombe en rade, l'autre assure derrière. Exactement. Quand on a préparé l'émission, Gabriel Chenevoix, vous m'avez dit, il ne faut pas oublier de parler de la standardisation. Pourquoi ça vous semble... Enfin, moi, je peux comprendre pourquoi c'est important. Je pense notamment aux containers. Si les containers sont devenus des outils majeurs de la mondialisation et du commerce, c'est grâce à la standardisation. Pourquoi ça vous semble important? Alors, on parlait là des éléments clés pour assurer un déploiement industriel de la 5G. Donc, on a parlé du ultra haut débit pour les sites, et là aussi la redondance pourra jouer. On a parlé de la disponibilité des fréquences. Et il y a effectivement la standardisation des équipements pour que les industriels puissent s'approprier cette technologie, la mettre en œuvre de leur côté pour les fameuses 5G on-premise dont on parlait tout à l'heure. La prolifération de standards différents entraînerait des risques pour les équipementiers, pour les industriels, qui se doteraient d'équipements d'une certaine typologie et puis obligés d'en changer. Du fait de l'évolution des standards, on le voit déjà du côté Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, il y a des évolutions et on peut être amené à faire des machines arrière qui sont très coûteuses en investissement, tant en CAPEX qu'en installation. Ouais. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à cette émission. C'était passionnant. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro d'Ethic et Smart. Je voudrais remercier Juliette Denoyel qui est à la production et à la programmation, Kelly Dellenbach à la réalisation aujourd'hui et Alexandre Larochelle au son. À très bientôt sur Bismart. Ethic et Smart vous a été présenté en partenariat avec Sopra Steria Next pour un monde numérique audacieux et responsable.